Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai donc la tâche d'introduire et d'animer cette table ronde qui porte sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et parce qu'il me rappelle notamment mes années de doctorat. L'industrie de défense dans ses relations avec les territoires. Donc il s'agit d'appréhender les spécificités des activités de défense dans leur environnement régional, c'est-à-dire prendre en compte des problématiques infranationales, avec pour toile de fond la loi de programmation militaire que nous avons détaillée dans la table ronde précédente. Alors l'industrie de défense, elle irrigue les territoires, les entreprises adossées aux forces armées se retrouvent un petit peu partout dans l'Hexagone, et pour de nombreux territoires, notamment, il s'agit de résister à la désindustrialisation, voire de se réindustrialiser. Néanmoins, les activités sont relativement concentrées sur certains territoires. Par exemple, 80% des effectifs de l'industrie de défense sont dans 23 départements et 50% des effectifs de l'industrie de défense dans 8 départements seulement. Il y a une plus faible densité dans la partie nord-est du pays pour des raisons historiques et stratégiques. Et certains territoires, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, sont spécialisés dans des productions données avec des identités associées, et ce parfois depuis des dizaines d'années, voire des siècles, notamment dans le cas de l'industrie navale. Et en ces lieux précis, le poids relatif est parfois très fort, des effets de spécialisation marqués et des compétences territorialement ancrées. Alors, on a évoqué un petit peu avant, beaucoup de travaux sont focalisés sur ce qu'on appelle les effets multiplicateurs, le fameux calcul des emplois directs, indirects et induits. Lorsqu'on fait une recension des études publiées spécifiquement sur l'industrie de défense, on a un multiplicateur d'emploi de 1,85 en moyenne. Donc un emploi à l'industrie de défense va générer un petit peu moins d'un emploi dans l'économie locale. Une des caractéristiques surtout de ces emplois, et on rentre dans la dimension plus qualitative, c'est qu'ils sont relativement protégés des risques de délocalisation, et ceci pour des raisons historiques et stratégiques ça entraîne en fait une certaine fixité des actifs, géographique des actifs, que ce soit les infrastructures, les compétences, etc., qui se structurent dans le temps long. Alors le temps long, justement, c'est des effets, ce que les économistes appellent les effets plus sur l'offre, qui vont être liés aux investissements dans le territoire, aux relations de long terme qui vont s'installer, des flux de R&D, de connaissances. On parle souvent d'effets de débordement technologique et plus globalement d'augmentation de la productivité. Alors le développement des activités de défense peut aussi inciter des fournisseurs de biens et de services intermédiaires à s'implanter autour des grands donneurs d'ordre que sont les industriels de l'armement. Alors de tels effets d'entraînement ont été observés dans de nombreux travaux qui soulignent le rôle majeur des activités de défense dans l'émergence et la croissance de territoires reconnus pour leur capacité d'innovation et de création d'entreprises. Il y a un exemple très flagrant, très marquant dans l'histoire, c'est la Californie, où le développement de l'industrie aéronautique de défense dès les années 30 a favorisé la production de machines-outils pour l'industrie en général. Et plus tard, dans les années 70-80, c'est la forte demande militaire dans les composants électroniques qui a joué un rôle majeur par des effets d'échelle dans la R&D pour la Silicon Valley. Et dans sa biographie de Steve Jobs, donc on revient sur l'iPhone, nous ne sommes pas concertés avec Jean, mais Walter Isaacson évoque l'implantation de l'entreprise de missiles Lockheed dans la Silicon Valley en 1956, et je cite l'auteur, « Il y avait des sociétés sous contrat avec l'armée à tous les coins de rue », se rappelait Jobs, « il planait dans l'air un parfum de mystère et de haute technologie, c'était très excitant ». Donc de toute évidence, cet environnement un petit peu spécifique a eu un effet sur la suite de l'histoire, puisqu'on a eu l'entreprise Apple après. Alors les politiques dites des clusters qui ont essaimé un petit peu partout dans le monde depuis le début des années 2000 ont pour modèle justement la Silicon Valley, et en France notamment les industries de défense peuvent jouer un rôle de locomotive sur les plans technologiques, financiers, dans certains pôles de compétitivité identifiés comme étant à potentiel défense, et je pense notamment dans les projets de R&D avec très souvent une vocation duale. Je ne détaille pas plus puisque ça a déjà été évoqué dans la table ronde précédente. Alors ici, cette table ronde vise à mettre en lumière les liens qui existent entre les acteurs locaux, que ce soit les régions, les pôles de compétitivité, les métropoles, communes et l'industrie de défense. L'accent sera particulièrement porté sur les synergies qui contribuent à l'organisation efficace de la production, à cette résilience des chaînes d'approvisionnement et à l'innovation dans la défense. Le contexte actuel, il est marqué par la hausse des budgets de défense, l'augmentation des cadences de production, la recherche d'une plus grande résilience des chaînes d'approvisionnement, dans une logique de souveraineté industrielle, et aussi une politique d'innovation ambitieuse, que ce soit à travers le cas des grands programmes, des nouveaux besoins capacitaires comme les drones, l'IA, le cyber. Et ce contexte, justement, offre aussi l'opportunité de renforcer ces synergies entre acteurs. Ces objectifs ambitieux soulèvent des défis que les industriels et les acteurs territoriaux peuvent relever ensemble en favorisant les partenariats multiples, que ce soit sur le plan des ressources humaines, des infrastructures, du financement et de l'attractivité globale, que ce soit celle des firmes ou des territoires en général. Donc le territoire bénéficie de la défense et la défense bénéficie du territoire. L'enjeu ici d'analyser cette relation, en fait, on pourrait dire à double sens, ce que l'industrie de défense apporte au territoire en termes d'emploi, de développement économique, de rayonnement international, mais aussi ce que les territoires apportent à l'industrie, que ce soit en termes de recrutement,
de savoir-faire, de formation, d'infrastructures et de soutien à l'innovation. Cette collaboration étroite entre industriels et territoires est essentielle pour garantir une défense plus efficace, innovante et résiliente. Alors, pour discuter de ces sujets passionnants, nous accueillons 4 intervenants. Monsieur Loïc Chéné-Girard, président du Conseil régional de Bretagne, région qui se distingue par une présence marquée des armées et des industries de défense. Monsieur Alexandre Laous, ingénieur général de l'armement, directeur de la DID, la direction de l'industrie de défense, qui met justement en œuvre la stratégie industrielle de la DGA sur les territoires. Monsieur Jean-René Gourion, directeur général délégué de MBDA France, groupe MBDA qui a de multiples implantations sur le territoire français. Et monsieur Guillaume Rochard, directeur stratégique partenariat fusion-acquisition chez Naval Group, acteur majeur de l'industrie navale, avec notamment les grands programmes structurants et emblématiques que nous allons voir ensemble. Donc je propose de démarrer sans plus tarder avec monsieur Loïc Chéné-Girard, président du Conseil régional de Bretagne. Alors, Monsieur le Président, l'économie bretonne est fortement marquée par la présence des acteurs de la défense, je l'ai rappelé, que ce soit les forces armées et les industries. Dans ce contexte et dans la perspective de la loi de programmation militaire 2024-2030, comment la région Bretagne s'engage-t-elle auprès de ces acteurs ? Écoutez, merci tout d'abord de l'invitation. Ravi d'être... Bonjour à tous, excusez-moi, je n'ai pas allumé le micro. La région Bretagne a dans ses missions, effectivement, la volonté farouche de participer aux souverainetés. Souveraineté alimentaire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est un vrai beau sujet sur lequel nous travaillons d'arrache-pied pour l'avenir de nos concitoyens français et européens. Le sujet de la souveraineté énergétique, on pourrait parler des éoliennes en mer, très connecté d'ailleurs au sujet militaire en ce moment. Les sujets qui concernent la souveraineté numérique, on parlera de cyber dans un instant, et bien sûr la défense. C'est historique pour la Bretagne, je ne vais pas vous refaire l'histoire, c'est historique pour la Bretagne tant sur les mers que sur terre, et c'est fort de cette histoire que nous avons décidé de l'intégrer il y a quelques mois dans la stratégie régionale de développement économique, dans nos piliers pour l'avenir, avec plusieurs filières, dont celle que je viens d'indiquer, et quelques autres. C'est déjà un choix politique majeur, et je le dis ici devant vous parce que, à ma connaissance, sauf à ce que je sois démenti, nous sommes la seule région de France qui a décidé, dans ces domaines d'innovation stratégique, dans ces filières d'avenir, que nous avons envoyées ensuite à la Commission européenne, puisque les régions sont censées définir des stratégies pour les envoyer ensuite à la Commission, la seule région de France à avoir décidé, choisi, affirmé de poser la défense nationale et donc l'ensemble de la filière défense comme étant au cœur de sa stratégie de long terme. Pourquoi nous l'avons fait ? D'abord pour continuer à cultiver une ambiance, j'y reviendrai dans un instant, une ambiance qui est importante pour faire en sorte que le tissu civil et militaire travaille bien sur le territoire régional, et je pense que ça fait partie de ma responsabilité d'élu de la République que de faire en sorte que cette ambiance perdure dans notre territoire, faire en sorte aussi que nous ayons la capacité d'accompagner l'ensemble de la filière. J'ai à mes côtés Naval Group, nous avons Thales, nous avons un certain nombre d'acteurs présents en Bretagne et nous en sommes très fiers. Je n'oublie pas Safran non plus qui a fait quelques annonces sur Rennes il y a quelques semaines. Nous avons aussi 1000 entreprises qui travaillent dans le domaine de la défense de près ou de loin. 1000 entreprises qui travaillent pour la défense de près ou de loin, soit dans des métiers civils et militaires, soit très très tournés militaires. Je dis souvent qu'on ne fabrique pas les Rafales en Bretagne, mais que sans la Bretagne, le Rafale ne décolle pas. Et nous en sommes plutôt fiers. Et c'est, encore une fois, une dynamique qui doit continuer à se développer dans notre territoire. Le poser dans notre domaine d'innovation stratégique, le poser dans notre feuille de route économique, nous permet d'orienter les forces depuis l'université, depuis les grandes écoles, jusqu'aux outils d'accompagnement de l'innovation, d'accompagnement du développement économique, avec des outils dédiés qui sont soit pilotés en direct par la région Bretagne, soit pilotés par la région Bretagne et des outils du pays, de notre État, qui viennent de compléter les outils que nous avons, souvent plus puissants bien sûr au niveau national que les modestes outils d'une région, surtout en France, mais qui permettent de converger des forces et de faire converger des forces et encore une fois d'être au service de l'accompagnement de notre écosystème. Vous dire enfin que, je parlais tout à l'heure d'ambiance, ça fait partie des sujets très importants sur lesquels nous avons à travailler. Je vais faire court sur ce point et j'aurai terminé. L'ambiance, l'écosystème, la connivence entre les civils et les militaires au sens noble du terme fait partie du savoir-faire que nous avons déployé depuis de nombreuses années. Je cite ici forcément Jean-Yves Le Drian, mais nous avons depuis continué à travailler pour faire en sorte que cet écosystème soit favorable aux
croisements, aux échanges, à la confiance entre les différents acteurs. Et ça, c'est très important pour que l'acceptation sociale existe. Je le dis ici aussi parce que sans acceptation sociale, avoir l'arme à Brest n'est pas si simple. Sans acceptation sociale, construire des frégates, construire de la poudre à canon, construire des drones n'est pas si simple. Et autant j'ai quelques ennuis, et j'ai pas toujours réussi ma mission sur les poulets, les cochons ou les usines de lait, où on a quelques manifestations, autant sur le sujet militaire, ça se passe bien. Eh bien, il faut le cultiver. C'est pas le hasard. C'est pas le hasard. C'est encore une fois cet état d'esprit que nous avons su construire de Bretons fiers de servir la République, fiers de servir sur d'ailleurs les navires de la Marine nationale et qui entraîne l'ensemble du territoire régional dans cette fierté. Je le dis là parce que ça fait partie de la stratégie pour l'avenir, ça fait partie de notre résilience et ça fait partie, à mon avis, des forces de notre beau pays. Très bien, merci pour cette présentation de l'écosystème. Alors au cœur de cet écosystème, en tout cas, il y a aussi la filière du numérique et de la cybersécurité qui a connu un développement très marqué en Bretagne au cours des 10 dernières années, avec notamment ces dernières années parfois des taux de croissance de 10% par an de l'emploi, et notamment une concentration notable en Ille-et-Vilaine et dans le bassin rennais. Quelles sont les spécificités qui distinguent ce secteur et quelle est la stratégie de la région pour l'accompagnement de ce secteur d'avenir dans les années à venir? Alors, il ne nous a pas échappé que dans l'histoire de la région Bretagne, nous avons eu 2 années pendant lesquelles nous avions un ministre-président. Le ministre Le Drian, ministre de la Défense, qui était en même temps président de la région Bretagne. J'avais l'honneur d'être son premier vice-président. Et Jean-Yves Le Drian a eu une intuition, une inspiration pour ce qui concerne la région Bretagne. Je laisserai les affaires militaires qui sont loin du civil que je suis, qui a consisté à dire qu'après l'histoire du numérique en Bretagne, après l'histoire des télécoms en Bretagne, il fallait donner une nouvelle impulsion pour les 10-20 ans qui viennent. Nous sommes 10 ans après l'impulsion et nous avons 8000 emplois qui dépendent de la cyber en Bretagne. 8000 emplois qui dépendent de la cyber avec une volonté dès le départ de construire sur les bases des télécoms depuis Rennes jusqu'à Lannion en passant par Brest et Vannes et sur l'histoire du numérique, de l'Internet qui a généré énormément d'emplois dans nos territoires, de rajouter la couche cyber et de faire en sorte qu'elle serve et le civil et le militaire. Et cette intuition-là s'est constituée de manière forte dans notre écosystème par la création d'un pôle d'excellence qui est un outil original, pôle d'excellence de l'État, assumé par le ministère régalien et qui est posé en Bretagne et dans lequel le président que je suis a un siège pour accompagner la stratégie et le pilotage des actions que l'on veut conduire, tant dans le domaine de la formation que dans le domaine de l'innovation ou de l'accompagnement de l'ensemble de l'écosystème. À mon sens, c'est stratégique pour l'avenir de notre pays. Bien entendu qu'on ne va pas confier aux régions la défense nationale, bien entendu. Et je suis un républicain qui est fier que mon pays soit capable d'assumer ses missions. Mais nous avons tous l'ambition de faire en sorte, dans les temps troublés dans lesquels nous sommes, de pré-chaos ou de chaos en cours, nous verrons dans quelques mois ou dans quelques années, d'être capable de durcir nos systèmes et d'être en capacité d'innover, d'être agile et de produire les systèmes qui nous permettront de nous protéger, notamment dans le domaine de la cyberdéfense et de la cybersécurité, tant pour nos militaires que pour nos entreprises, que nos hôpitaux et nos services publics. Et finalement, la Bretagne a eu cette intuition. Depuis 10 ans, nous y sommes. Et aujourd'hui, je crois que nous avons réussi une connivence, un lieu où les choses se passent un peu naturellement entre les écosystèmes civils et les écosystèmes militaires pour travailler sur ce sujet. La mission qui avait été donnée par Le Drian il y a 10 ans, c'était de faire en sorte qu'on soit un spot important en Europe. Nous y sommes, je pense. Il y a encore beaucoup de travail dans les années qui viennent. Et bien sûr, l'IA vient accélérer tout cela. Et donc, c'est bien une stratégie politique de long terme, assumée par des élus locaux, votés dans des hémicycles élus démocratiquement, combinée à des conventions signées avec les gouvernements successifs, et après 2 présidents et 3 ou 4 ministres de la Défense, on peut dire que c'est plutôt solide, qui permettent encore une fois de mener des stratégies concrètes qui transforment réellement le réel. Et je crois que cette recette-là, elle est appliquée à d'autres domaines. Je le dis souvent en forme de boutade à ceux qui ne croient pas à la décentralisation. Si la Bretagne réussit avec les militaires à faire de la décentralisation positive au service de notre souveraineté et de notre pays, on doit être capable de le faire pour bien d'autres domaines dans lesquels il semble incongru de voir les territoires assumer leurs responsabilités. Donc regardons cela avec optimisme et envie, parce que moi, tous les matins, ça me donne beaucoup d'optimisme et beaucoup d'envie pour l'avenir de notre pays.
Très bien. Merci pour ce témoignage et puis ce qui illustre parfaitement en fait cette logique de cluster que j'évoquais précédemment. Je me tourne maintenant vers Monsieur Alexandre Laous, donc directeur de la DID. Dans le cadre de la remontée en puissance de l'industrie de défense dans la LPM, quels sont les dispositifs mis en place par la DGA justement pour accompagner les entreprises de la BITD dans les territoires en général? Pardon. Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de pouvoir m'exprimer devant vous ce soir. Alors, je dirais tout d'abord pour accompagner les entreprises, premier point, il faut les connaître. Donc, je dirais le premier dispositif, ça a dû être dit plusieurs fois aujourd'hui. On parle de milliers d'entreprises, plus de 4500 entreprises sur le territoire, des PME qui ont des spécificités de terroir, de bassin d'emploi, donc des économies locales qu'il faut connaître. Et donc déjà, la première force de la DGA, c'est la connaissance de sa base industrielle, donc c'est ces 4000 entreprises, du maître d'œuvre jusqu'au sous-traitant de rang 1, 2, 3, parfois 4, donc on rentre très en profondeur dans la connaissance. Et puis c'est une connaissance de terrain, j'insiste toujours là-dessus, on ne fait pas de l'industrie avec des présentations PowerPoint à Ballard, c'est plus de 1000 visites par an dans les entreprises pour être au contact, voir l'entreprise, les ateliers, la vraie activité. Deuxième point, il faut des outils, évidemment, et c'était un peu le sens de votre question. Alors forcément, je vais les présenter dans l'ordre inverse de celle du président. Je vais commencer par les outils nationaux. On a un certain nombre d'outils que la DGA déploie au profit de nos entreprises de défense. La première, c'est l'exemplarité dans les délais de paiement. Pour les achats directs de PME, la DGA paye en moyenne en 14 jours ses factures pour entreprises. Et ça nous donne la force d'inciter nos maîtres d'œuvre industriels à pousser vers des délais identiques pour irriguer, je dirais, avec du financement toute la chaîne dans des délais les plus courts possibles. Je pense que ça me paraît important. Et puis un appui individuel, entreprise par entreprise, sur des sujets très variés, l'accès au financement, la cybersécurité, le soutien à l'export, l'accompagnement pour le règlement de litige grâce à de la médiation, pour irriguer tous les éléments de l'économie. En outils plus concrètement, je citerai, on a une hotline avec un numéro unique, une adresse fonctionnelle unique. J'ai souvent dit, c'est pas aux PME à comprendre la complexité de l'État. Nous, on met des fois toute une carrière pour comprendre comment ça fonctionne exactement. Numéro unique, ils appellent, c'est nous qui nous débrouillons pour trouver le bon interlocuteur. C'est 350 appels par an, donc plus de 1 par jour. Et c'est en moyenne 2 jours pour connecter la personne, maximum, pour connecter la personne avec le bon interlocuteur. Ça, c'est la première façon d'aide. Sur des outils plus liés à des activités économiques, je pense au prêt défi, qui est un prêt opéré par la Banque publique d'investissement, sur laquelle on vient de se mettre d'accord pour des conditions plus favorables pour l'emprunteur, pour favoriser justement la croissance économique. Je pense au label utilisé par les armées françaises qu'on fait en partenariat avec les armées, qui est un vrai label dont peuvent se servir les entreprises PME à l'export pour dire j'ai une référence dans les armées françaises et donner confiance à des clients étrangers. Je pense au diagnostic cyber qu'on subventionne à 50%, qui permet d'aider les entreprises PME à faire leur diagnostic de leurs faiblesses dans ce domaine-là, auquel on a rajouté un dispositif de remédiation, subventionné à 50% aussi, parce que faire un diagnostic c'est bien, mais finalement on détecte des trous, on se fait peur, s'il n'y a pas de solution derrière, on a juste la peur et on ne fait pas progresser. Et puis sur la montée en cadence, on a développé des outils plus récents, diagnostic de performance industrielle. On a développé des outils, des équipes qu'on va projeter dans les entreprises pour dire est-ce qu'elles sont en meilleure forme ou dans la meilleure organisation pour pouvoir produire. Est-ce qu'on ne peut pas gagner 1, 2, 3 points de performance par des recommandations dans une démarche partenariale, ce n'est pas un audit, c'est bien un diagnostic qu'on échange avec le patron de la PME. Et là aussi, même punition, un diagnostic c'est bien, mais il faut des outils derrière. Les entreprises qui ont des
défaut de performance pour certaines quand elles sont critiques. On a mis en place des outils avec un accélérateur défense qui permet pour les PME qui n'ont pas toujours un bureau des méthodes, parce que ça coûte, toutes ces structures-là, d'avoir du conseil collectif mais aussi individuel pour les aider à réorganiser leur business. Et ça, on a achevé la première promotion. C'est un succès, alors au dire des patrons de PME, parce que c'est moi qui le dis, ça peut paraître subjectif. Les patrons des PME qui ont participé à ce dispositif disent tous que ça va leur faire gagner des points de performance. Et on est en train de préparer la deuxième promotion. Donc ça, c'est tous des outils qui trouvent leur place dans le nouveau plan de soutien aux ETI PME Start-up du ministère, qui a été publié en juillet dernier. Deuxième étage, le niveau régional, parce qu'on est très conscient, et ça a été rappelé par le président de Bretagne juste avant, l'économie, elle se passe d'abord en région. Donc depuis la loi NOTRe en 2015, le développement économique, c'est une compétence des régions. Donc c'est naturellement que c'est un partenaire de premier rang pour nous, pour travailler sur le tissu économique. Pour ça, j'ai développé, en créant la direction de l'industrie de défense, un réseau d'attachés industrie de défense en région, les aideurs, qui sont des personnels DGA, qui sont auprès des préfets, qui sont conseillers BITD des préfets de région, mais qui sont tournés vers les entreprises du secteur et vers la présidence de région et le conseil régional pour s'accorder sur les actions de développement économique au profit des entreprises de défense. Toutes les régions sont couvertes. Et c'est vraiment notre tête de pont en région pour l'action régionale de la DGA. Alors concrètement, on met en place des conventions cadres entre le ministère et la région pour, je dirais, orienter nos actions mutuelles. Et comme l'a dit le président Chéné-Girard, c'est pas des actions de substitution, c'est plutôt ce qu'on recherche, la complémentarité de nos outils, comment on investit au mieux, comment on est mieux couvrant. Ça ne sert à rien d'investir à deux sur la même entreprise s'il y en a une qui est laissée sur le bord de la route. Donc tout ça, c'est du dialogue. On a déjà 3 conventions signées en vigueur, dont la Bretagne, qu'on a signée le 4 avril dernier. Vous avez pu la signer avec notre ministre Sébastien Lecornu. On en a 4 autres qui sont prêtes. Donc on est en train, ça s'accélère sur cette partie-là. Et concrètement, dans ces conventions, on met en place des dispositifs sur la pérennisation des compétences, la protection cyber, l'innovation, le développement économique, en fait tous les outils qu'on peut avoir en national, en régional. L'idée, comme je disais, c'est de les coordonner pour avoir le maximum d'impact de l'argent public, qu'il soit étatique ou régional. Et puis, je dirais pour conclure sur votre question, le troisième point, des outils c'est bien, mais il faut les faire connaître. C'est un peu le dernier étage de la fusée. On organise des tours en région qu'on appelle les DGA PME Tours. On en a fait 5 l'année dernière. Ce sont des colloques d'affaires pour la BITD où on fait se rencontrer donc, les donneurs d'ordre, maîtres d'œuvre industriels, les institutions, la DGA, les armées, l'agence d'innovation de défense, et puis les entreprises, bien évidemment. En 5 PME Tours en 24, on a touché quasiment 700 PME et ETI qui sont venus dans ces conventions d'affaires. En général, des présentations le matin d'échanges d'infos et des rendez-vous d'affaires l'après-midi. C'est presque 1500 rendez-vous d'affaires qui ont eu lieu. Et pour 2025, et ce sera mon dernier mot sur cette partie-là, on a décidé de visiter les régions moins couvertes par la BITD aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'aller à la recherche de potentiels nouveaux fournisseurs pour accompagner la croissance économique. Et donc on va aller dans des régions que vous avez citées, pour des raisons historiques un petit peu moins peuplées d'entreprises de défense, pour voir s'il y a des opportunités pour avoir des fournisseurs de rang 2, 3, 4 supplémentaires et accompagner la croissance économique. Très bien, merci pour cet éclairage et notamment sur ce dialogue État-région, ces exemples très concrets. Justement, plus spécifiquement sur l'année 2025, quels sont les principaux enjeux concernant la DID par rapport au territoire à venir? Alors je pense qu'en 2025, on a deux enjeux majeurs, 3 axes d'effort. Les enjeux majeurs, ça va être accompagner, soutenir les entreprises de la BITD qui pourraient faire face à des difficultés dans un environnement économique qui va être fragilisant, je pense, dans les années à venir. Donc on a
On a mis tout un dispositif de suivi, donc on va les accompagner. Et puis aller au bout de nos efforts pour préparer une économie de guerre en cas de conflit de haute intensité, ce qui m'a permis dans la même phrase de mettre les deux concepts et donc de réconcilier les écoles sur le vocable. Et plus particulièrement, nos efforts cette année seront sur l'accès de la BITD au financement privé, que ce soit les banques pour les prêts ou les fonds d'investissement pour les fonds propres. Les actions pour que la BITD dispose de RH en qualité, en quantité, avec un partenariat qu'on a mis en place avec France Travail, l'APEC, mais aussi dans le cadre des conventions avec les régions qui ont une grande responsabilité sur tout ce qui est formation professionnelle. Donc c'est des axes qu'on va vouloir développer, pourquoi pas en Bretagne également. Parce que un des critères d'installation d'entreprises aujourd'hui dans certaines régions, dans le dialogue que j'ai avec les entreprises défense, c'est y a-t-il un vivier d'emploi, donc des gens qualifiés? 2, si la réponse est non, parce que malheureusement c'est assez saturé, y a-t-il des possibilités de construire une offre de formation qui répond à nos besoins? Et ça, c'est des choses sur lesquelles on est prêt à travailler avec les régions. Et puis le troisième axe, la cybersécurité, ça a été cité. On va stimuler encore un peu plus nos entreprises. On a créé un référentiel de maturité cyber. On a informé les entreprises. On a mis en place des outils donc, de diagnostic, je le disais tout à l'heure. En un semestre, on en a fait une centaine, c'est bien, mais il va falloir accélérer, c'est pas suffisant. Et là, on va s'appuyer sur des outils qu'on espère développer dans les régions aussi pour démultiplier la croissance des diagnostics d'entreprise. C'est de l'autodiagnostic, avec éventuellement de l'aide externe. Et puis, je dirais surtout, comme l'incitatif n'est pas un outil suffisant, le référentiel va devenir obligatoire dans les contrats d'ADGA qui vont être passés au MOI, avec obligation de les cascader vers les chaînes de sous-traitance. On va faire ça de façon progressive. Le but n'est pas d'envoyer des PME dans le mur, mais de les inciter plutôt à commencer à monter dans l'escalier de la cybersécurité marche par marche, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus que ça devient obligatoire. Merci pour cette présentation de ces enjeux très importants. Alors, vous avez parlé d'économie de guerre, donc je me tourne maintenant vers monsieur Jean-René Gourion, donc directeur général délégué de l'MBDA, concerné au premier plan par l'économie de guerre. L'économie de guerre, justement évoquée par le président de la République, a-t-elle un effet d'entraînement sur l'emploi en France, dans l'armement, selon vous? Bonjour mesdames, messieurs, merci pour votre question. Donc en fait depuis plusieurs années, sans attendre 2022, mais je reviendrai sur 2022 un peu après, depuis plusieurs années, MBDA recrute en France pour répondre à 2 objectifs. Le premier, renouveler la population et les collaborateurs après le départ en retraite d'un grand nombre de nos collaborateurs. Et le deuxième, accompagner la forte augmentation de notre activité. Le volume pour revenir à 2022, le volume de recrutement a grandement évolué depuis le 2022, puisque nous avons réalisé environ 1000 recrutements en 2023 en France et au-dessus de 800 en 2024, toujours en France. Ce qui amène grosso modo un nombre de collaborateurs chez MBDA France de la classe 6500 pour un groupe qui pèse ou qui a le volume de 18 000 collaborateurs. Donc en France, avec l'impact de nos recrutements se mesure à la lumière des évolutions sur la dernière décennie. Parce que quand on parle de recrutement, on peut parler des 2 dernières ou des 3 dernières années, mais c'est mieux de voir sur le volume de la dernière décennie, donc 2015 à aujourd'hui. Et en fait, depuis 2015, 1700 collaborateurs ont rejoint la région centre, dans laquelle MBDA est implanté. Et on est passé de 4100 collaborateurs en 2015 à 6500, comme je disais au tout début de mon intervention, en 2024. Donc une croissance de la classe 60%, ce qui est quand même assez important pour un groupe industriel, en peu de temps. Et cette croissance ne devrait pas s'arrêter, puisque sans dévoiler des chiffres dont notre CEO parlera certainement prochainement
On envisage en 2025 d'être à peu près au-dessus de 7000 collaborateurs chez MBDA France. Donc désolé de vous assommer avec tous ces chiffres, hein, mais c'est quand même important de le mesurer et de le mettre en perspective de l'évolution de l'activité et du besoin de recrutement. Donc maintenir, les enjeux clés, c'est maintenir les compétences, puisque en fait nos collaborateurs partis à la retraite sont partis, eux, avec les compétences et l'expérience qui étaient la leur, acquises durant les années des dividendes de la paix, donc besoin de transférer ces compétences et attirer, intégrer, fidéliser. Je reviens sur ce que disait Jean-Brice Dumont lors de la première table ronde, qui est très important, la fidélisation. Je pense que c'est le même sujet dans les armées françaises. La fidélisation, le mot que je n'aime pas, mais que j'utiliserai quand même, c'est la rétention. Donc la fidélisation de nos collaborateurs, puisque comme le disait Jean-Brice Dumont, on le vit également chez MBDA, nos jeunes collaborateurs, après quelques années, pour ne pas dire quelques mois pour certains, souhaitent bouger, souhaitent se développer, souhaitent connaître d'autres environnements et n'hésitent pas à quitter la société. Donc on perd un investissement financier, puisque intégrer, former des ressources et des collaborateurs coûte un prix non négligeable. Et en plus, donc non seulement on a un impact financier, mais on a un impact de savoir-faire, puisqu'il a été formé par son prédécesseur qui a transféré le savoir. Il part et donc lui-même n'est pas capable de reformer le successeur. Donc c'est une boucle sans fin. Et donc ça, c'est deux objectifs majeurs que l'on a à traiter et qu'on traite depuis quelques années au sein de la société. Donc comme je le disais, MBDA France, MBDA Group et MBDA France plus particulièrement, une forte activité. Juste encore un chiffre, un indicateur qui nous aide à mesurer le besoin en recrutement, c'est l'indicateur qu'on appelle le book-to-bill, donc c'est le ratio prise de commande sur chiffre d'affaires, qui en 2023 était proche de 2, ce qui montre bien ce besoin en recrutement croissant. Et donc pour recruter, il faut trouver des volontaires ou des candidats. Et là, je rejoins ce que disait Philippe Duhamel dans la précédente table ronde sur cette difficulté que l'on a à trouver de bons candidats, et pas uniquement des ingénieurs, parce que dans nos usines et dans nos centres industriels, on a besoin de compagnons, et c'est bien difficile également de les trouver. Donc, plusieurs possibilités. Alors bien sûr, il y a la règle du respect et du pacte de non-agression informel avec nos autres collègues industriels, avec nos sociétés industrielles, et notamment en région centre, vis-à-vis des PME dont parlait Alexandre il y a quelques minutes, parce qu'on ne va pas se tirer une balle dans le pied en recrutant et en débauchant des compagnons de PME de région centre pour venir travailler chez MBDA, alors qu'ils nous sont utiles dans leur PME et ils sont compétents dans leur PME. Donc il y a également cette notion à laquelle on veille et à laquelle on fait attention. Et donc les pistes pour recruter passent par les relations avec les écoles. Tout à l'heure on parlait d'une JDC industrielle. Sans parler de JDC, il y a les salons dont on parlait, mais il y a également les relations avec les écoles qui sont sous la responsabilité de notre direction des ressources humaines et qu'on accompagne tous les jours pour faciliter ces relations et démarcher les écoles, aller les voir pour attirer les volontaires. On a également depuis 2015, on accueille environ 500 stagiaires apprentis chez MBDA France tous les ans depuis 2015, et on arrive à un taux d'intégration, si vous me permettez de le dire comme ça, d'1 sur 2. Donc c'est pas mal. Je pense qu'on doit pouvoir faire mieux, mais c'est quand même pas mal. Donc c'est également une voie qu'on exploite pour pouvoir recruter chez MBDA. Et enfin, depuis de nombreuses années, Hervé de Bonaventure est présent dans cette salle, on déploie une grande énergie pour nos actions de sensibilisation à l'esprit de défense. Parce qu'il faut, comme on le disait lors de la première table ronde, il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, les missions, les valeurs,
Et donc il y a cette énergie qu'on développe pour expliquer et pour faire comprendre et pour sensibiliser à l'esprit de défense au sein de MBDA France, par des formations un peu dimensionnantes, chères mais importantes, et également une implication forte au service de la réserve, dont on a également parlé lors de la première table ronde. Très bien, je vous remercie. Donc, un enjeu d'emploi et de ressources humaines de premier plan. Alors, cette croissance très forte du chiffre d'affaires de MBDA, j'imagine qu'elle a des retombées sur les territoires où le groupe est implanté. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, caractériser un petit peu ces retombées, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives? Oui, donc tout d'abord, permettez-moi de commencer par une expression un peu triviale. MBDA n'est pas une entreprise hors sol, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on est bien ancré dans les territoires et dans les régions et dans la région dans laquelle nous sommes implantés. Et je parlerai là en premier lieu de la région Centre-Val de Loire, pour laquelle MBDA a aujourd'hui 3 sites, 2 sites à Bourges et un site à Celles-Saint-Denis, un site industriel. Je pourrais également parler de MEL, Matériel Électronique Défense, Matériel Électronique, qui est une filiale à 100% de MBDA France et qui est dans la région de Compiègne, dans l'Oise. Donc MBDA n'est pas une société hors sol et ne l'a jamais été. On est bien ancré dans les territoires et notre efficacité repose sur des coopérations multiples, tant avec les écoles, je le disais précédemment, qu'avec les centres de recherche et avec les partenaires industriels. En termes de partenaires industriels, notre groupe travaille avec plus de 1600 partenaires en France. Implantés dans de nombreux territoires, et il faut avoir en tête que 60% à peu près, ça dépend des produits, mais 60% de nos produits est fourni par notre chaîne de sous-traitance. Donc l'importance de la sous-traitance chez MBDA est au premier plan. Et donc en parlant de sous-traitance, notre enjeu, et on parlait tout à l'heure de monter en cadence, de monter en capacité, notre enjeu c'est de faire adhérer cette chaîne de sous-traitance à ce besoin d'augmentation en cadence, de remonter en puissance, parce que l'outil de production, ce n'est pas uniquement celui de MBDA, c'est celui de tous nos sous-traitants et de tout notre tissu industriel. Et je me permets juste un aparté, quand on parle de capacité de production et qu'on nous demande pourquoi ça prend tant de temps pour produire un missile, ce n'est pas que MBDA qu'il faut... Enfin, on regarde MBDA parce que c'est le prime, mais si on n'est pas alimenté par notre chaîne de sous-traitance à hauteur de ce dont on a besoin pour produire, on aura du mal à le faire. Donc c'est vraiment la complexité de cet exercice, que connaît bien Alexandre, bien sûr, qui est le ruissellement dont on parlait tout à l'heure, et le besoin de partager, de faire comprendre et de faire adhérer le tissu industriel à cette démarche. Ce n'est pas uniquement une démarche de MBDA. Et donc, pour revenir à ce tissu industriel et à cette chaîne de sous-traitance, nous avons identifié, pour revenir à l'économie de guerre, et on en parlait tout à l'heure, c'est Thierry Carlier qui en a parlé dans son propos introductif, les goulots d'étranglement est un exemple concret de réussite des groupes de travail économie de guerre qui ont été mis en place dès l'été 2022 par la DGA, les forces et les industriels. Voilà, ça a permis d'identifier, de décongestionner, pas complètement, mais c'est quand même bien fait, ces goulots d'étranglement qui existaient depuis des années, mais dont on ne se souciait pas, puisqu'on était en temps de paix, on produisait au rythme des besoins qui n'étaient pas forcément immenses, et voilà. Bon. Donc ça, c'est une belle réussite, et je souhaitais ici le souligner. Pour continuer sur nos actions dans les territoires, il y a toutes nos relations et le travail collaboratif que l'on réalise avec les scientifiques, les chercheurs et les acteurs économiques. Quelques exemples juste pour illustrer ce travail collaboratif. C'est le soutien du pôle d'excellence scientifique et technologique de Paris-Saclay, notamment avec l'Institut Data-IA. On a également un rôle et on s'implique dans le pôle de compétitivité Deep Tech. Et enfin, on travaille avec l'Institut Polytechnique de Paris sur divers projets, notamment dans le cadre de son centre interdisciplinaire d'études pour la défense et la sécurité. Ça, pour nous, ce sont des exemples concrets d'actions que l'on mène depuis des années. C'est pas récent, mais qu'on renforce avec les acteurs locaux, scientifiques, centres de recherche et acteurs économiques.
Mais ça ne se limite pas qu'en région parisienne. Les exemples que je viens de donner, c'est la région parisienne. Ça ne se limite pas qu'à la région parisienne. En région Centre-Val de Loire, on a développé depuis des années des relations privilégiées avec, et voire même des partenariats, dans certains cas, avec des établissements qui possèdent des formations, des filières de formation adaptées à nos besoins. Tout à l'heure, je disais qu'on formait et on proposait des formations aux compagnons désireux d'apprendre et désireux de venir travailler chez nous. C'est ce qu'on met en pratique, clairement, avec des lycées locaux de Bourges et de région Centre-Val de Loire, avec des formations professionnelles telles que chaudronnerie, peinture aéronautique, montage, etc. Donc ça c'est un point important sans lequel on ne serait pas capable aujourd'hui d'avoir les ressources à disposition dans nos centres industriels. D'autre part, on a également des conventions, voire des partenariats avec les IUT en région Centre et à Bourges, que l'on a créé et qu'on a renforcé en 2021 parce que le besoin était là. Un autre point également pour éclairer, et là c'est un point en millions d'euros, pour éclairer l'investissement dans nos centres industriels. Sur les 5 années qui viennent, on prévoit dans notre plan d'investir 1 milliard d'euros dans nos centres industriels, dont la moitié en région Centre-Val de Loire. Quand je parle d'investissement industriel, c'est les bâtiments, les infrastructures, les moyens, les banques, etc. Donc c'est quand même des valeurs, des montants qui sont loin d'être négligeables. Vous avez parlé d'innovation dans votre propos. On a mis en place à Bourges le Printing Bourges, donc l'impression 3D, qu'on a mis en place grâce à l'aide de la région et de l'État, avec ANS France et avec le CETIM. À Bourges, chez MBDA, il y a une plateforme d'impression 3D disponible qui est, je pense, alors c'est pas très objectif ce que je vais dire, mais couronnée de succès et qui porte ses fruits et qui est reconnue non pas d'utilité publique mais d'utilité industrielle. Et je pense qu'elle n'a pas encore fini, cette plateforme, de donner satisfaction et d'apporter des résultats concrets en termes de pièces, quelles qu'elles soient, mécaniques, micromécaniques, disponibles pour nos produits et pour les produits de toutes les industries locales. Pour finir, excusez-moi si j'étais un petit peu long, mais pour finir, je reviendrai sur notre rôle de chef de file et de maître d'œuvre dont parlait Alexandre il y a quelques minutes, et du ruissellement. Je pense que MBDA est un bon exemple de l'exécution du ruissellement demandé par la DGA et par le ministère. La crise Covid en a été un exemple, mais on n'a pas attendu la crise Covid pour le faire et on n'a pas arrêté à la fin de la crise Covid pour donner de la visibilité, pour maintenir viables les PME qui en ont besoin, parce que sans ces PME et sans ce tissu industriel, encore une fois, je me répète, mais c'est la clé de voûte de notre industrie et de notre action. Sans cette PME et sans le tissu industriel qui est le nôtre, on n'est pas capable de fournir et de satisfaire les forces armées françaises. Alors, je vous remercie vivement pour ces exemples qui illustrent bien justement ces stratégies d'innovation et ces synergies qui existent entre les groupes industriels et territoires, et notamment comment ça peut contribuer aussi à la à lutter contre la désindustrialisation, voire réindustrialisation. Donc, merci beaucoup pour ces propos. Je me tourne maintenant vers Guillaume Rochard, directeur stratégie et partenariat fusion-acquisition chez Naval Group. Donc on retourne en Bretagne, mais pas que, puisque Naval Group n'a pas que des activités en Bretagne, mais en grande partie. Une des spécificités du groupe, c'est d'être structuré autour de grands programmes d'armement. On pense aux assez emblématiques, comme les sous-marins, les porte-avions, les frégates. Comment ces grands programmes d'armement, selon vous, contribuent-ils au développement économique des territoires où le groupe est implanté ? Merci, bonsoir à tous. Le gros avantage d'intervenir en dernier, c'est que tout a été dit. Le gros inconvénient, c'est que tout a été dit. Donc je vais essayer de vous donner quand même quelques caractéristiques qui me paraissent importantes à la fois du naval de défense et
et de Naval Group. Peut-être en démarrant par quelques points généraux. D'abord, et le président Chéné-Girard le disait tout à l'heure, nous avons des implantations qui, pour certaines d'entre elles, sont séculaires en fait. Et donc quelque part, notre implantation locale est par nature extrêmement forte du fait de cette histoire. Elles sont également extrêmement fortes parce que nous avons à peu près 90% de notre valeur ajoutée qui est faite en France. Donc en fait, ça nous a imposé au fil des années, des dizaines d'années, des siècles, développer autour de nous toute une chaîne de partenaires pour être capable de garantir la souveraineté à nos pays sur des armements qui sont effectivement assez particuliers. Nous avons une dizaine de sites, 2 en région parisienne sur lesquels je dirais peu de choses, et ensuite on a 2 grandes zones. La première évidemment qui est chère à un certain nombre de représentants d'institutions dans la salle. La première est dans le Grand Ouest et elle s'étale en fait de la Normandie jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Même si vous préféreriez que tout soit en Bretagne, mais ce n'est pas le cas. Donc en fait, on construit nos sous-marins à Cherbourg, nos bâtiments de surface à Lorient, ça c'est pour la construction neuve. Ensuite, on entretient les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à l'île Longue, ainsi qu'à Brest. Et puis, on entretient aussi quelques bâtiments de surface à Brest. Puis nous avons 2 sites équipementiers, un à Angoulême, à Ruel exactement, qui produit des équipements plutôt mécaniques, et un autre à Nantes-Indrette, qui travaille en fait sur toute la chaîne énergie-propulsion des navires. Voilà pour le Grand Ouest. Et puis le reste est dans le Sud-Est. Et là, le Sud-Est, ça va d'Olioul jusqu'à Saint-Tropez aujourd'hui, avec à Olioul une des probablement la plus grosse base européenne de développement de logiciels temps réel. On a à peu près 1600 personnes qui travaillent sur du logiciel temps réel à cet endroit-là. On va le renforcer d'ailleurs, puisqu'en fait on ferme notre site de Bagneux pour transférer l'intégralité des compétences à Olioul et en faire un véritable pôle d'excellence, proche de la marine en fait, proche de nos clients et proche de la DGA. Voilà. À Toulon, nous entretenons les sous-marins nucléaires d'attaque et les plus gros bâtiments de surface de la marine nationale. Et puis aujourd'hui à Saint-Tropez, nous faisons, c'est plutôt là qu'est le barycentre des drones et de nos armes sous-marines. On fermera ce site et on s'installera en 2027 dans un nouveau site à Lalonde-les-Morts. Je pourrais peut-être en dire un mot tout à l'heure si on parle de réindustrialisation. J'ai des exemples extrêmement concrets à vous donner sur à la fois le soutien public et les difficultés administratives qu'on rencontre de la réindustrialisation en France. Quelques éléments, ça va vous paraître évident avec ce que je vous ai dit, mais on a 2 grandes caractéristiques en fait. On est une entreprise littorale, celle-là elle vous a pas échappé, elle est relativement normale, on est proche de la mer. La deuxième est peut-être moins évidente, nous sommes une entreprise de ville à 15 minutes. En fait, la très grande majorité de nos chantiers se trouvent en centre-ville. Et le président parlait tout à l'heure d'acceptabilité, même si en fait dans ces villes-là, les gens dont les familles sont implantées là depuis très longtemps ont tout un lien de proche ou de loin avec Naval Group. Néanmoins, l'acceptabilité reste un enjeu. Il faut continuer à expliquer pourquoi est-ce qu'on est important, pourquoi est-ce qu'on est important pour notre pays. Quelques éléments chiffrés. Nous passons à peu près un peu plus de 2 milliards d'euros de commandes chaque année à nos partenaires. Donc en fait, c'est sur une entreprise qui fait 4,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est quand même extrêmement significatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a des fournisseurs et des partenaires dans à peu près 92 départements. Voilà, je vous laisse imaginer évidemment les quelques-uns qui nous manquent, qui sont plutôt dans le Grand Est, du fait de l'histoire, mais en fait on est littoral par nos implantations, on ne l'est pas du tout par notre chaîne de partenaires qui est totalement nationale, et ça c'est une de nos caractéristiques, c'est-à-dire que l'ensemble des territoires est impliqué dans les grands programmes que l'on fait. Et puis, je ne vais pas m'étendre, Julien Malizard tout à l'heure expliquait qu'il y avait des débats entre experts sur les effets multiplicateurs. Vous avez entendu à peu près tous les chiffres de 1,27 jusqu'à 1,85, donc je ne vais pas m'étendre sur le nôtre. Il est dans le haut de la fourchette nécessairement par les caractéristiques que je vous ai données tout à l'heure, puisqu'en fait on achète énormément en France, donc notre effet multiplicateur sur l'économie française est par nature en haut de la fourchette qui vous a été décrite. Maintenant, revenir à votre question sur les grands programmes. Et on évoquait évidemment les 2 programmes principaux de la Marine nationale qui sont inclus dans la LPM actuelle. Le premier, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins de 3e génération. On a découpé la première tôle en mars 2024. Le dernier de ces sous-marins, on en aura 4, le dernier
sortira du service actif en 2090. Voilà. Donc en fait, je vous donne ces éléments-là parce qu'en fait, ça vous montre qu'un programme de ce type-là, c'est 80 ans en fait. Donc quasiment, enfin même pas quasiment, 2 carrières complètes en réalité de personnes qui rentreraient dans notre entreprise aujourd'hui. Et 99% des achats que l'on fera au rang 1 sur ce programme-là sont des achats nationaux. Bon, là, ça paraît assez évident, c'est par nature le programme souverain, et donc tout est quasiment frais en France. En impliquant, Alexandre, je sais que la DGA a donné quelques chiffres là-dessus, plusieurs centaines, probablement autour de 500 entreprises dans ce programme au niveau français, et avec en fait plus de 50% de PME qui sont impliquées. On a certains de nos partenaires qui sont de très petites entreprises. Le deuxième programme emblématique est le porte-avions nucléaire de nouvelle génération. Nous finissons les phases d'avant-projet détaillé, et 2025 est une année importante pour la poursuite de ce programme. Ce programme-là est un programme à très fort enjeu socio-économique pour la France. Là aussi, l'ordre de grandeur elle-même, 90% des achats sont faits en France. Nos partenaires sont à peu près partout et à peu près dans tous les départements. Au pic de l'activité, c'est un chiffre que je vous demande de retenir, début des années 2030, c'est là qu'on atteindra à peu près le pic d'activité. On soutiendra à travers ce programme à peu près 14 000 emplois en France. Donc je reviens sur la distinction qui a été faite par Jean Belin tout à l'heure. Ce chiffre-là comprend les emplois directs, indirects et induits. Voilà, avec les effets multiplicateurs dont on a parlé et sur lesquels il y avait des débats. Donc c'est absolument considérable. C'est un programme réellement majeur pour notre pays. Alors même si évidemment on aura à peu près 70% de tout ça qui sera fait en Pays de la Loire avec nous et avec Chantier de l'Atlantique qui en assurera la construction. Mais il y aura aussi évidemment beaucoup de choses faites en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Bretagne évidemment, et le reste réparti sur le reste du territoire comme je l'ai dit. Et là, je disais 80 ans pour le SNLE de 3e génération. Là, on est à peu près, tout ce que je vous ai dit n'inclut pas toute la partie maintien en conditions opérationnelles. C'est-à-dire qu'un bateau comme ça, c'est à peu près 20 ans de sa conception jusqu'à sa finalisation, et derrière, c'est 40 ans d'activité. Donc en fait, ça, c'est un programme qui durera du début à la fin pratiquement 60 ans. Voilà. Donc on est vraiment dans de très très long terme, et c'est une des caractéristiques principales de la construction navale militaire. Merci. Donc, parmi les études que j'ai citées, effectivement, il y en avait bien une ou deux qui concernaient Naval Group, et on était plutôt dans le haut de la fourchette en termes de multiplicateurs d'emplois, donc je vous rassure. Merci pour ce propos, notamment parce que vous avez évoqué la partie, en mentionnant Grand Ouest, je pense que c'est intéressant de rappeler que sur la partie, enfin, tout ce qui concerne les activités industrielles, finalement, sont quelque part... doivent ignorer tout ce qui sont plutôt des activités transfrontières, donc c'est-à-dire que notamment transfrontières administratives, et que c'est important, justement, ça souligne le rôle du dialogue entre acteurs, que ce soit à tous les échelons, et surtout la dimension cycle de vie, qui est une dimension extrêmement structurante dans les programmes d'armement. Sur la partie emploi, mais plus qualitative maintenant, notamment je pense à travers les compétences, on en a déjà parlé précédemment. C'est un élément essentiel pour la souveraineté, mais aussi la réindustrialisation du pays. Quelles sont les initiatives mises en œuvre par Naval Group dans ce domaine en particulier, et comment ces actions peuvent-elles s'inscrire, on va dire, dans une dynamique de partenariat avec des territoires avec lesquels le groupe est en interaction ? Alors je vais peut-être démarrer par la réindustrialisation, puisque j'en ai parlé je l'ai évoqué juste avant, donc vous donner quelques exemples de la vie réelle en fait, parce que je pense que on lit ce mot réindustrialisation un peu partout, et on entend assez peu de gens finalement parler des difficultés qu'on a quand on veut le faire vraiment. Donc en fait, nous on a un site à la Londe-les-Morts. On a eu historiquement 2 sites qui construisaient des torpilles, un à Saint-Tropez, un à la Londe-les-Morts. Je vais passer sur les décisions politiques de début des années 90 qui ont présidé à la fermeture de la Londe-les-Morts, alors que le management de l'époque préconisait plutôt de le garder et de fermer Saint-Tropez. Bref, on se retrouve plus de 30 ans après et on décide de fermer Saint-Tropez et de rouvrir la Londe-les-Morts, ce qui prouve que la décision de l'époque était industriellement plutôt la bonne. Et donc on a pris cette décision mi-2022. On a lancé, d'ailleurs concomitamment, on a créé une direction qui s'occupe de drones, de systèmes autonomes et d'armes sous-marines. Donc mi-2022, on lance ce projet. On est aujourd'hui encore, donc on est début 2025, on est encore aujourd'hui dans les études, les discussions, les process administratifs, etc. Et je dois dire qu'on est là-dedans, malgré un soutien absolument total du maire, du département, de la région, du préfet, etc. L'ensemble des intervenants publics de cette région, de ce coin-là, en fait, sont
derrière nous, nous portent. Je vous laisse imaginer si c'était le contraire. Voilà. Donc en fait, en réalité, on est tous, eux y compris, et même eux les premiers, en fait, face à un millefeuille administratif qui est absolument incroyable et qui fait que c'est très lent. Voilà. On pense qu'on en a encore de toute cette partie-là, probablement pour 1 an encore. Voilà. Je mets en comparaison le fait qu'on mettra moins de 2 ans à construire, aménager et démarrer l'exploitation du site que l'on fait. Voilà. C'est juste pour vous montrer en fait la difficulté à réindustrialiser. En fait. Voilà. Bon, ça c'était pour clore cette parenthèse, mais qui me paraissait importante parce que c'est ça les difficultés auxquelles nous sommes confrontés quand on veut. On va développer quand même 500 emplois hein, dans ce coin-là. Voilà. Et encore une fois, soutien total des acteurs publics. Ça, je peux vous dire que c'est extrêmement notable et louable. Alors pour revenir aux compétences, peut-être deux grandes caractéristiques dont certaines sont d'ailleurs assez communes à notre secteur de manière générale. La première l'est en tout cas, c'est que la très grande majorité de nos emplois sont non délocalisables. Non délocalisables parce que souveraineté et que la majorité de ce qu'on fait est très implanté localement. En plus, nous, on a un outil de production qui est particulier, hein, une forme de construction pour ceux qui en ont déjà vu une. C'est un engin absolument gigantesque qu'on ne serait probablement plus capable de construire aujourd'hui avec les nouvelles normes, ou en tout cas qui coûterait des centaines et des centaines de millions d'euros à chaque fois. Et c'est un objet qui, si on arrête de l'exploiter et qu'on le ferme, on ne rouvre jamais. Voilà. D'abord parce que c'est très cher, et ensuite, pour revenir à tout à l'heure, parce que c'est en centre-ville, et je peux vous dire que nos implantations intéresseraient beaucoup de promoteurs. Donc ce sont des objets qui sont particuliers et qu'il faut savoir entretenir. Deuxième caractéristique, Jean-René l'a un peu dit, mais je pense qu'on est peut-être encore plus extrême que les MBDA ou certains de nos camarades. Nos compétences sont pointues, ça, on a tous des compétences pointues, mais je l'ai illustré, il faut les garder dans des durées extrêmement longues. Et donc en fait, ça, c'est une des complexités. Et il faut les garder chez nous, mais il faut aussi les garder dans l'ensemble de notre chaîne de sous-traitants, ce qui est un deuxième challenge. Et celui-là, croyez-moi, il n'est pas très simple à relever. On a eu des problématiques sur certains bateaux sur lesquels je ne vais pas m'étendre, où en fait, la société qui avait construit la pièce avait disparu depuis 20 ans. Les gens qui, en fait, chez nous, connaissaient ces trucs-là, avaient pris leur retraite depuis 15 ans. Et en fait, ça a été extrêmement compliqué d'arriver à retrouver, non pas les connaissances, mais en fait les savoir-faire pour arriver à réparer ces pièces-là. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique assez particulière. Et là-dessus, finalement, nous, on a des compétences, on a à peu près une équivalence entre nos ouvriers techniciens en nombre, nos ouvriers techniciens et nos ingénieurs. Ça aussi, c'est peut-être une particularité de Naval Group. Et nos métiers vont vraiment de métiers de chaudronniers, de soudeurs, jusqu'à des métiers de nucléaristes hyper pointus. Donc on a toute la palette, en fait, hein, qui se voit bien quand on va visiter nos sites. Et là-dessus, on travaille aux côtés des maires, des départements, des régions. On va voir, en fait, on va dans les collèges, dans les lycées, puisqu'en fait les orientations, en particulier pour les OETAM, les orientations se décident extrêmement tôt. Si on ne va pas voir en fait les collégiens pour parler de nos métiers, on a loupé le coche, ils iront ailleurs. Donc en fait, on fait ça main dans la main avec les collectivités locales pour arriver à le faire, en particulier dans tout ce qui est enseignement professionnel. Alexandre ou Thierry tout à l'heure disait 10 000 emplois ouverts dans la BITD. Nous, en 2025, on ouvre 1500 postes. Voilà, donc c'est pour vous donner l'ampleur de la tâche qui nous attend et des besoins que l'on a. On a énormément de chantiers écoles internes pour former les gens à nos métiers, puisqu'en fait, l'éducation nationale nous fournit des étudiants qui sont de bon niveau, mais qui ne sont pas formés nécessairement au métier dont on a besoin. Et donc on est obligé de relayer ça avec des chantiers écoles qu'on développe pour les rendre pertinents. Un des challenges que j'ai pas beaucoup entendu, c'est le challenge du numérique. Voilà, ça fait un peu tarte à la crème quand on le dit comme ça, mais en réalité ça ne l'est pas. Les compétences dont on a besoin sont en train de changer. Nos objets deviennent de plus en plus système-centriques et on a besoin d'avoir des compétences en numérique pour être capable de rester finalement au top en matière d'innovation et de performance. Voilà. 2 exemples pour terminer sur le soutien fort des territoires. Le premier, on a créé avec des partenaires
en 2017, une organisation qui s'appelle le CINAV, le Campus National des Industries de la Mer, avec le soutien des régions, la région Bretagne en premier, mais aussi la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, PACA. C'est vraiment quelque chose qui est fait entre les industriels et les régions pour aider les industriels de la mer sur les volets formation, emploi et compétences dans leur région d'implantation. Ça marche bien. On en est, je crois, à 4 ans, Monsieur le Président. On arrive au renouvellement et c'est vraiment un outil extrêmement stratégique pour les industries de notre secteur. Deuxième exemple, nous venons de créer à Cherbourg une école qui s'appelle EFAIS. Et là, il y a eu un certain nombre d'interventions sur la dualité. Nous, on est pure player défense, mais ça n'empêche pas de travailler avec le civil. EFAIS, on l'a créé à 4. Nous, CMN, qui fait à la fois du militaire et du civil, EDF Orano, donc purement civil, et en fait, on l'a créé autour des métiers de la soudure. Vous avez dû entendre parler sur les problématiques des centrales nucléaires, de soudeurs américains qu'on avait dû faire venir pour nous aider à réparer. On n'a plus assez de soudeurs capables de souder dans des conditions difficiles et dans des conditions notamment appliquées au secteur du nucléaire. Un soudeur chez nous capable de souder des tôles de sous-marins, c'est 7 ans de formation. Voilà. Donc en fait, on n'est pas dans du bac plus 5, mais en réalité, on est sur des formations techniques ultra poussées. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et EFAIS, on l'a fait avec des financements de la région et avec également le support de l'agglomération du Cotentin pour nous aider. Voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe. Et juste, je terminerai en conclusion sur le fait que l'export vient en complément de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que pour maintenir ces compétences dans la durée, on a évidemment tous les programmes dont j'ai parlé, mais ces programmes, selon les métiers, n'ont pas un taux de charge permanent, c'est-à-dire qu'on démarre par de l'ingénierie, puis ensuite de la production. Donc quand on produit, on ne fait plus d'ingénierie. Et donc il faut refaire de l'ingénierie. Et là, l'export est extrêmement important pour nous, parce qu'il nous permet de compenser les creux de charge qu'on peut avoir en France par en fait de la charge qui va venir de programmes export et qui va nous permettre de maintenir ces compétences dans la très longue durée. Merci. Donc, réindustrialiser un combat. Hein, et effectivement, je retiens aussi que, merci pour avoir croisé cette dimension géographique et temporelle, encore une fois. Notamment, je pense à la forme de Radoub, où effectivement, les économistes diraient que c'est vraiment l'exemple type de l'actif fixe géographiquement, à partir duquel tout va se structurer, et puis qui va engendrer un tas d'effets qu'on appelle de dépendance au sentier, et qui reste très, très structurant, même des dizaines, voire centaines d'années plus tard, dans le cas de la construction navale. Je propose maintenant de passer à la série de questions. On va fonctionner comme précédemment. Je propose de prendre par série de 3. Un micro va passer. Oui. Bonsoir, Patrick Oswald d'Airbus. J'ai une question qu'Alexandre connaît bien, mais je vais la poser. Vous avez parlé d'export. Aujourd'hui, je pense que tous les grands groupes dans la salle sont confrontés au même problème, c'est-à-dire que quand on a de l'export, les gros pays clients maintenant nous demandent des transferts, d'implanter en local chez eux des capacités. Il y a quelques clients récents du Golfe qui nous ont même demandé du 100%. Donc, quelles sont les pistes pour un peu ce paradoxe où on fait en France, on essaie de créer de l'emploi dans les régions et autres et de la capacité, mais l'export qui est vital, maintenant, on est quasiment obligé de transférer, et pas que des choses simples comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire de la maintenance ou du training, ça c'était les choses faciles, si vous permettez. Maintenant, on nous demande des choses beaucoup plus complexes. Donc, comment on appréhende cette problématique ? Comme vous le souhaitez, en fait, qui souhaite... Bon, alors je suis complètement d'accord avec ton constat. On a déjà discuté plusieurs fois. Par le passé, ce qu'on appelle donc les offsets, les transferts de technologie ou de production, c'était quelques pourcents. Je dirais c'était assez facile à remplir avec des tâches pas très technologiques ou pas très importantes. Si, c'était plus facile que quand on demande 30%. Il y a des pays aujourd'hui où c'est 30% mini. 30%, ça veut dire qu'on doit, si on veut décrocher le contrat, il faut donner un gros morceau du produit, ou en tout cas de l'activité qu'il y a autour du produit.
Aujourd'hui, donc, il y a, au sein de la DGA, pour l'export, il y a une direction internationale qui s'occupe de cette partie-là, qui est historique, et qui conduit toutes les discussions gouvernementales, parce que ça n'a pas été dit, l'export, c'est bien évidemment une offre industrielle, mais enfin, à la fin, c'est un accompagnement de l'État pour que le deal se fasse, et c'est une des missions de la DGA de faire ça. Dans ces discussions-là, ce qui a changé récemment, et donc je peux en parler à juste titre, on a renforcé l'intervention de la direction de l'industrie de défense, donc ma maison, au sein de la direction internationale de la DGA, justement pour cette raison qui est que ça soit les offsets ou du workshare dans des programmes de coopération, parce que quelque part, il y a aussi la notion de partage quand on fait un programme de coopération. Comment on s'assure que ce qui était quelques pourcents avant, qui maintenant devient des gros morceaux, ne va pas à l'encontre de notre politique industrielle de défense. Ça, c'est du dialogue avec l'industriel, mais aussi on a des débats, j'irais, souple et animé avec nos collègues de la direction internationale pour trouver un équilibre qui est tout ce qui est compétences critiques en général, donc on connaît, on va essayer de les conserver, donc ça sera plutôt des lignes rouges. Tout ce qui va être des compétences industrielles dites substituables, il y a moyen de discuter. Et puis je dirais un peu plus tout venant, sans que ça soit péjoratif, en tout cas activité plus simple, je dirais c'est pas un sujet. Alors du 100%, ça devient problématique, et en général, nous, on va demander un dossier industriel qui dit est-ce que l'industriel est capable de maintenir les compétences en France, parce que c'est bien beau de transférer, mais si on a un pépin avec le partenaire dans 1 an, 5 ans, 10 ans, est-ce qu'on est encore capable de faire de façon souveraine sans le partenaire? On a des discussions. 100%, je trouve que tu pousses un peu, il n'y a pas beaucoup de cas à 100%, je pense que tu pousses un petit peu le curseur. Mais ceci étant, sur des gros morceaux, même à 30%, c'est un travail qui est, je dirais, est plus régulier aujourd'hui qu'avant. Et oui, ça donne des orientations qu'on va venir mettre en restriction à ce que l'industriel peut faire. Donc on va restreindre un petit peu plus vos libertés dans le sujet, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour qu'on conserve notre autonomie stratégique, notre capacité à maintenir et modifier nos matériels. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui, pardon. Ah oui, excusez-moi. Je veux juste compléter, parce qu'en fait, il y a une autre, qui est un petit peu évoquée à mot couvert par Alexandre, mais il n'y a pas que la DGA qui nous met des barrières, nous-mêmes on s'en met. En fait, la volonté qu'on a quand on fait du TOT, c'est aussi de ne pas se créer de concurrents. Et ça, c'est encore plus compliqué en réalité, parce qu'il faut qu'on soit très prudent dans les transferts de technologie qu'on fait, à ne pas créer ou augmenter l'intensité concurrentielle. Voilà. Nous, notre concurrent principal en matière de sous-marins conventionnels, c'est TKMS, les Allemands. Ils sont champions de la constitution de nouveaux concurrents. Voilà. Ils ont fait des transferts de technologie extrêmement importants en Turquie, en Corée. Deux nations qu'on trouve aujourd'hui sur le marché des sous-marins export. Ils sont en train de faire exactement la même chose en Italie. L'Italie était plus du tout présente sur le marché des sous-marins conventionnels. On les voit revenir avec un bateau qui est un bateau en réalité allemand mais italianisé. Donc la deuxième complexité, au-delà d'honorer les obligations d'offset que vous mentionnez, c'est aussi de faire attention à ne pas se créer de concurrents, quoi. Juste très rapidement, j'aime pas beaucoup le mot de barrière, c'est pour ça que je ne l'avais pas employé. On ne met pas des barrières à l'export. Je pense que tout le monde dans la salle ici est convaincu. Notre modèle, le business model, la BITD, c'est la commande publique de notre ministère évidemment, mais pour compléter l'activité de nos entreprises, il faut de l'export, il faut aussi une activité civile pour la grande majorité, notamment des PME dans la chaîne sous-traitance. Donc nous, le but n'est pas d'empêcher du business, des deals, on en a besoin pour alimenter notre chaîne industrielle. Je parle plutôt d'équilibre, on essaye d'orienter la partie dans les négociations vers des éléments qui ne vont pas être dommageables au long terme pour le tissu industriel français. Je préfère être clair là-dessus, il n'y a pas de volonté de dire on veut restreindre ça. Non, on est tous conscients, et que ce soit la direction internationale ou ma direction industrie de défense, qu'on a besoin de cet export. Alors, si je peux également compléter,
quand accord il y a et quand les discussions s'entament, elles s'accompagnent obligatoirement par un accord signé entre les parties, restreignant ou limitant l'utilisation ou la vente de ces produits en coopération à d'autres acteurs, de manière à éviter cette concurrence. Ce n'est pas juste un accord, un blanc-seing donné sans accompagnement d'un accord signé. Merci beaucoup. Est-ce que... Oui, je vous en prie. François Charles, quand vous avez des déficits de compétences, est-ce que vous allez spontanément les chercher en Europe, sans forcément aller aux États-Unis? Est-ce que vous avez des cas où ça vous a obligé à sous-traiter finalement en Europe essentiellement? On a assez peu de cas, compte tenu des obligations de souveraineté dont j'ai parlé. On a eu des problématiques mais là on rentre vraiment dans le détail, mais qui est important industriellement. On a eu pas mal de goulots d'étranglement sur la peinture, en fait, qui est un sujet compliqué, parce qu'en fait, c'est difficile de trouver des gens qui ont envie de faire ces métiers-là en France. Voilà, parce que ce sont des métiers pénibles, et donc on a fait appel à des partenaires européens parfois. Je sais qu'on a travaillé pas mal en sous-traitance avec une société grecque à un moment donné, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, la société qui avait repeint la Tour Eiffel. Donc même pour repeindre la Tour Eiffel, on avait eu des problèmes pour trouver des peintres en France. Voilà, donc j'ai cet exemple-là en tête, j'en ai pas beaucoup d'autres en réalité. Moi, je veux bien rebondir sur les propos de Guillaume Rochard sur le millefeuille qui empêche la réindustrialisation des sites. C'est un vrai sujet. Et puisque nous avons le député Jacques qui est très sensible et favorable comme moi à l'industrie, je suis honoré de pouvoir en parler ici dans ce lieu. Ce n'est pas le millefeuille qui pose problème. Parce que sur un dossier tel que vous l'avez indiqué, il y a un maire qui signe un permis, mais il y a effectivement des lois qu'on n'enlèvera pas, à mon avis, sur la protection de l'environnement, sur la protection de l'eau, sur la protection de la biodive, sur le respect du ZAN, zéro artificialisation nette, etc. etc. Bon, je ne vois pas qui va dire d'un coup de baguette magique qu'il n'y aura plus ça. Je ne vois pas qui va dire que dans un état de droit, on ne va pas respecter ces règles. Moi, en tout cas, je pense qu'on va continuer à respecter ces règles, et même que l'Europe devrait les utiliser comme un outil de compétitivité de nos entreprises si on les manipule correctement. Par contre, il y a une vraie difficulté, c'est que ceux qui font la règle ne sont pas ceux qui l'appliquent. C'est ça le vrai sujet. Moi, président de région, j'ai, de par la loi, le SRADET, j'ai des documents qui s'imposent aux entreprises, notamment sur l'eau ou sur des sujets de zéro artificialisation nette. Et celui qui sanctionne le permis de construire, c'est les services de l'État, la célèbre DREAL. Et donc la DREAL dit, non, le président de région, il n'est pas d'accord, il ne faut pas donner le permis parce que le président de région, il a écrit ça dans son SRADET. Moi, je prends rendez-vous avec le préfet, je dis, non, mon SRADET, il écrit ça, mais là, il y a une interprétation exagérée du SRADET. Donc vous ne pouvez pas dire ça, il faut donner le permis. Ouais, et le fonctionnaire, il a écrit une note en rouge, et derrière lequel le préfet dit « moi, je ne peux pas dépasser ». Alors, depuis 10 ans, on dit « les préfets vont pouvoir avoir l'exception ». Ça fait 10 ans, et ça ne marche pas. Moi, j'ai une solution simple. Raccrocher les DREAL aux régions. Parce que les présidents de région, c'est des élus. Ils sont élus, ils assument. Et le permis, moi, je vous le signe. Et après, le tribunal administratif fera son œuvre s'il y a un problème. C'est faisable. C'est faisable. C'est beaucoup d'espoir, ce que je dis là. C'est faisable. Fin des années 80... 90, excusez-moi, je vais me vieillir. Fin des années 90, moi j'étais adjoint à l'urbanisme. À l'époque, c'était les DDE qui instruisaient. C'était le même foutoir. Le maire faisait son PLU, vous connaissez ça, ou son POS à l'époque. Et le maire demandait à la DDE d'instruire, c'était la loi, d'instruire vos permis de construire. On a tous ici, j'imagine, vécu ces moments merveilleux du permis de construire. Et la DDE disait au maire, non, je ne te rédigerai pas ton permis, parce que l'arrêté de permis, je ne te le donnerai pas, parce que j'estime que ton PLU, il ne permet pas de. Les DDE ont été transférés aux communes. C'est les maires qui rédigent qui votent les PLU et qui rédigent les permis de construire. Le maire, aujourd'hui, il signe le permis de construire. Je ne crois pas que la République soit en danger. Et quand l'État n'est pas content, l'État envoie le maire au tribunal. Et ça marche très bien. Donc faisons en sorte que sur les grands textes que le législateur a prévus, ce ne soit pas un fonctionnaire qui a plus de pouvoir qu'un élu, mais bien l'élu qui assume sa signature. Et ça avancera correctement dans ce pays. Oui.
Alors, juste en complément pour illustrer que oui, on peut faire des choses. Hein. Juste une anecdote qui concerne MBDA. Donc MBDA, comme ça a été évoqué par Jean-René Gourion, l'État d'un côté lui demande d'augmenter ses cadences de production, donc il faut bien des usines en plus, des bâtiments. Donc construire des choses sur le site de Bourges. Et puis MBDA nous appelle en disant mais l'État nous dit aussi zéro artificialisation nette. Je ne peux pas couper les arbres pour construire les usines en plus dont j'ai besoin pour répondre à l'autre main de l'État. Quelque chose d'assez donc concret, deux choses contradictoires. On a mobilisé, nous, la DGA, l'action régionale, hein, via notre attaché local, avec les services de la préfecture, la communauté de communes, la présidence de région. Et on a trouvé une solution qui peut paraître un peu bête, mais on a globalisé le bilan des arbres, non pas sur le seul site où on construisait les usines, mais des implantations plus globales au niveau d'MBDA sur la Rion. Ça a résolu le problème, un petit peu de discussion, et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de choses, et ça construit, et pour le bien de nos armées, pour augmenter les cadences de production. Très bien, merci. Donc, pour conclure, hein, je tiens à vous remercier l'ensemble des intervenants de cette table ronde et de la précédente pour la qualité des contributions qui ont permis ces débats. Nos deux tables rondes ont permis d'aborder sous des angles variés les enjeux majeurs de la LPM, tant d'un point de vue macroéconomique que territorial, avec toutes ces questions des synergies assez passionnantes. On a pu mesurer l'impact considérable de la LPM, mais aussi les opportunités que ça offre pour les territoires. Et justement, ces synergies entre les acteurs de la défense et les différentes collectivités territoriales apparaissent comme un levier, on va dire, essentiel pour le développement économique et l'emploi, on l'a suffisamment rappelé, mais aussi pour l'innovation et la souveraineté du pays dans son ensemble. Donc je vais céder la parole à Guillaume Giscard d'Estaing. Merci beaucoup pour votre attention et merci à nos invités encore une fois. Merci à toutes et à tous. Merci à l'auditoire pour leurs questions. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure dans mon propos introductif, nous avons maintenant l'honneur d'accueillir le député Jean-Michel Jacques pour un propos qui terminera cette conférence annuelle de la chaire d'économie de défense. Monsieur le député Jean-Michel, tu as la parole. Combien de temps ? Comme tu veux. Monsieur le Président, cher Guillaume, messieurs les officiers généraux, officiers, monsieur le Président de la région Bretagne, chers collègues élus, messieurs les chefs d'entreprise, mes chers concitoyens, alors il me vient l'honneur de clôturer. J'ai demandé le temps que j'ai, on m'a dit comme tu veux, mais je vais essayer d'être court pour être, ça sera certainement beaucoup plus plaisant. Et beaucoup de choses ont été dites, donc ça sera difficile pour moi de vous surprendre. En tout cas, je suis content de clôturer et d'avoir participé humblement à ce colloque en pouvant mettre à disposition en tout cas cette salle et la salle qui vous permettra d'avoir le pot de l'amitié tout à l'heure. Je suis aussi content d'être là parce que j'ai fait la 71e session de l'IHEDN. Alors forcément, l'esprit IHEDN étant dans ces murs, je suis bien content de vous recevoir. C'est important qu'on puisse avoir des moments d'échange sur ces questions ici à l'Assemblée parce que c'est vrai que pour nous les élus, les représentants de la nation, nous votons les lois et vous rapprocher aussi de ce que l'on peut avoir comme obligation et devoir et échanger de tout ça ici, je trouve que c'est très important. Alors les tables rondes ont été passionnantes et avec des intervenants de qualité, donc beaucoup de choses ont été dites, mais je voudrais aborder ma petite touche et je vais peut-être partir tout simplement sur la loi de programmation militaire dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur. Or, le rapporteur, c'est ce député qui un petit peu fait la synthèse avec tous les autres députés et les autres groupes politiques pour essayer de faire en sorte que cette loi passe le mieux possible. En tout cas, moi, c'était mon ambition avec le ministre Sébastien Lecornu, qui portait donc ce projet de loi de programmation militaire.
Et ça a été un véritable travail, un travail qui a été assez différent des autres fois. Pourquoi ? Parce qu'on a traversé des décennies où on réduisait le budget de la défense parce que les dividendes de la paix étaient là. Et donc, c'était beaucoup plus facile finalement de réduire les budgets de nos militaires que d'autres budgets. Et finalement, pendant des décennies et un certain temps, quand on faisait une loi de programmation, on commençait par voir tout ce qui manquait. Et puis on mettait un budget autour de ça. Et là, par contre, pour une fois, il y a eu un changement depuis en tout cas 2016 avec Jean-Yves Le Drian et amplifié en 2017 avec l'arrivée du président Emmanuel Macron, pour augmenter de façon significative le budget de la défense nationale. Et pour vous dire c'est significatif, c'est qu'en 10 ans, on doublera, au bout de 10 ans, on aura doublé le budget de la défense nationale, ce qui n'est pas rien. Et donc ça a changé quand même complètement la façon d'aborder les choses, en tout cas dans nos débats, sachant que tout le monde, vous savez bien, l'hémicycle n'est pas uniforme, et bien heureusement, et qu'il y avait quand même des débats. Certains sont pour la dissuasion nucléaire, d'autres pas du tout. Certains sont pour l'OTAN, d'autres pas du tout. Certains sont pour l'Europe, d'autres pas du tout. Certains sont prêts à faire des partenariats, mais d'autres, ça dépend avec qui, etc., etc. Donc les débats étaient ouverts et il fallait faire quelque chose de cohérent. Et l'ambition finalement de cette LPM, c'était de dire, au lieu de voir ce qui nous manque, eh bien, ce coup-ci, on va définir une ambition pour la France. Et autour de cette ambition, eh bien, on va construire la LPM. Et cette ambition, finalement, c'était de pouvoir avoir notre capacité d'analyse souveraine, de décision et d'action. Et ça a conditionné beaucoup de choses parce que ça a permis de faire des choix capacitaires derrière tout ça, tout en conservant, bien entendu, à la France son statut de puissance d'équilibre, mais aussi de nation cadre. Alors, quand je vous ai dit ça, ça veut dire quoi ? En gros, c'est que si on veut avoir la capacité d'analyse et de renseignement, il faut déjà tenir l'espace. Il faut tenir multimilieu, multichamp. Donc, il fallait qu'on redéfinisse ça. Donc, après une première loi de programmation militaire en 2017 jusqu'en 2023, qui a été plutôt de réparation, on ne va pas dire qu'on a vraiment transformé les choses parce qu'on venait tellement de loin, il a fallu réparer, eh bien cette dernière loi de programmation dont j'ai été le rapporteur est devenue une loi de programmation vraiment de transformation. Et ces transformations se sont dessinées autour de cette ambition que je viens de vous décrire. C'était pas rien, hein, c'était un petit peu comme après la Seconde Guerre mondiale, quand il a fallu aller dans le nucléaire, ou pas, c'était des débats parlementaires très houleux, parce que maintenant ça paraît évident qu'il fallait aller vers le nucléaire, mais à l'époque, c'était aussi, si on allait vers le nucléaire, c'était des chars en moins, et des avions en moins, ou des bateaux en moins. Et donc, c'était des débats. Et là, c'est un peu pareil, parce qu'on est à un tournant historique sous le plan technologique, parce qu'on a des boucles technologiques beaucoup plus fortes, des changements technologiques majeurs, et puis aussi, sous le plan géostratégique, on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Donc il a fallu réfléchir, et cette loi de programmation, finalement, s'est dessinée autour de 5 axes, dont le premier, et sa clé de voûte, c'est le nucléaire, dont toutes ses composantes, et dans une logique, bien sûr, de stricte suffisance. Et à travers la recherche et le développement pour ce nucléaire militaire, vous imaginez bien toute la porosité, et ça a été décrit tout à l'heure indirectement par M. Rochard, qui nous disait, voilà, il y a entre EDF et Naval Group, finalement, il y a un lien qui se dessine. Et la dissuasion nucléaire amène beaucoup aussi au nucléaire civil. Donc, vous voyez bien que sur le plan économique, quand on met de l'argent aussi dans la défense de notre nation, c'est aussi de l'argent qui irrigue l'économie civile. C'est dual, donc bien entendu, l'argent va partout, mais c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, dans les compétences humaines où les mêmes métiers peuvent exister dans le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Alors, le deuxième axe de cette loi de programmation militaire était le fait de vouloir et de pouvoir réagir de manière décisive en tout lieu et en tout temps. Et pour ce faire, il était essentiel de consolider notre soutien logistique, transport et stratégique, et le maintien en condition opérationnelle de tous nos équipements. Vous voyez bien la guerre en Ukraine, les Russes, on l'a bien vu, il leur manquait cette logistique et ce soutien en maintien conditionnel. Ça leur a coûté cher parce que leur offensive n'a pas pu être celle qu'ils pensaient. Donc ces capacités, comme tous les équipements de nos armées, bien entendu, doivent absolument bénéficier du meilleur des technologies qui s'annoncent, que ce soit
dans le quantique, l'intelligence artificielle, l'hypervélocité ou encore la connectivité. Donc on voit bien, quand je cite tous ces champs-là, c'est du dual à fond. Le troisième axe de la transformation de cette ambition et de cette loi de programmation militaire, c'était de donner à nos armées les capacités dans les champs hybrides, c'est-à-dire le cyber, les bulles informationnelles ou encore les grands fonds marins. Parce que là aussi, il y a des enjeux énormes. Bien entendu, je vous ai dit le renseignement, l'information à travers l'espace, hein, parce que l'espace, c'est quelque chose, mais le monde immatériel aussi. Et on le voit bien maintenant, on peut déstabiliser des pays et les rendre mûrs pour tomber pratiquement sans leur faire la guerre, en amenant les populations presque contre leur gouvernement. Donc ce champ informationnel et ce champ cyber est indispensable. Et puis les fonds marins, c'est les câbles sous-marins qui donnent l'information. C'est 98% des câbles passent par les fonds marins et c'est important d'y tenir. Donc, pour y arriver, tout ça, on ne peut que s'appuyer, et ça a été illustré par les différents acteurs, les industriels qui étaient là, par le président de la région, ça ne passe forcément par les territoires, parce que ce sont des entreprises qui innovent et qui sont dans nos territoires. Le quatrième axe de cette loi de programmation militaire, il est important aussi, ça concerne nos outre-mer. Il ne faut pas oublier que la France, c'est la deuxième surface maritime mondiale et c'était indispensable que nous puissions défendre nos outre-mer qui sont de plus en plus mis sous pression par rapport à nos compétiteurs. Alors les territoires ultramarins, à travers cette loi de programmation militaire, bénéficient de beaucoup de retombées économiques, hein, qui est l'objet aussi de notre propos aujourd'hui, à travers 13 milliards d'euros qui ont été programmés sur les Outre-mer. Ça, c'est des infrastructures portuaires pour pouvoir accueillir nos bateaux, mais c'est aussi des régiments qui s'implantent et qui se renforcent en Outre-mer. Et derrière, il y a des familles. Et ça, c'est aussi de l'argent. C'est du social aussi, parce que nous avons aussi des écoles, et les écoles militaires participent, je reviendrai peut-être tout à l'heure dessus, mais participent aussi d'une façon sociale, hein, et surtout dans les Outre-mer, à consolider le bien-être des populations. Donc l'outre-mer qui a été renforcé. Et enfin, le cinquième axe, c'est notre entrée dans une logique d'économie de guerre qui est indispensable pour gagner en agilité, en rapidité de production. Et bien sûr, tout ça en trouvant l'équilibre entre la masse et la haute technologie, qui est un gros débat. Et d'ailleurs, nous faisons une mission d'information en ce moment avec les parlementaires sur ce sujet. Voilà pour les grands axes. Donc les sommes ont été déclinées par plus d'un d'entre vous, mais je rappellerai quand même que c'est 413 milliards d'euros pour notre défense entre 2024 et 2030. Donc un effort important de notre nation, mais qui irrigue tout notre territoire. Alors, nos territoires, et pour illustrer tout ça, je vais vous donner quand même quelques chiffres. D'abord, sur le plan économique, nous avons 268 milliards d'euros pour les livraisons de nouveaux équipements et entretien des matériels pour les 3 armées. Donc, différentes sociétés le font, hein, grosses sociétés et petites sociétés. C'est aussi des opportunités pour relancer des filières stratégiques, comme la production de munitions ou de la poudre, hein, que tout le monde a entendu parler, par exemple, pour des moyens pour les petits et gros calibres. Et moi, je pense à la fabrication d'obus, parce que j'ai une fonderie dans mon territoire, et au lieu de faire les obus ailleurs, autant peut-être les faire en Bretagne. Bien entendu, tout ça, c'est aussi des opportunités pour faire émerger des champions, parce que la loi de programmation militaire, c'est aussi 10 milliards d'euros qui partent dans l'investissement et dans la recherche et le développement. Et ces 10 milliards d'euros, eh bien, on le retrouve aussi dans nos territoires. La recherche et le développement, c'est nos universités, bien entendu, mais c'est aussi l'école navale, l'école de Couët-Quidon, l'école de transmission. Le président de la région Bretagne vient de partir, mais c'était un peu l'exemple breton. Mais pour nous, les Bretons, c'est aussi l'école de transmission numérique et cyber qui est à côté de Rennes, à Cesson-Sévigné. Vous voyez, c'est tout aussi la loi de programmation militaire, c'est aussi faire connecter, et là on se retrouve peut-être dans l'esprit de l'IHEDN, de faire connecter des écoles militaires avec des universités civiles. Et ça, c'est très important parce que, comme vous le savez, si on veut être au devant de la technologie, eh bien, c'est le monde civil et militaire qui doit marcher dans le même sens.
C'est aussi 16 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures du ministère des Armées. Et ça, c'est important parce que ça se traduit par des investissements dans les territoires à travers les entreprises du bâtiment. Et quand le bâtiment marche et que l'immobilier marche, je peux vous dire que tous les élus locaux le savent bien, tout marche. Et donc ça, c'est beaucoup d'argent qui irrigue nos territoires. C'est aussi tous ces emplois par la masse salariale de nos militaires et ces familles qui vivent dans des territoires et donc qui permettent à des territoires de bénéficier de tout ça. C'est aussi, par exemple, dans le Morbihan, 6 400 emplois dans l'industrie de défense et 4 000 emplois dans les services de proximité. Donc c'est quand même significatif, mais ça, on pourrait le multiplier. Alors tous les départements ne sont pas comme le Morbihan, aussi militarisés, mais il y a beaucoup de départements de France où on va retrouver ces chiffres. C'est pour vous dire que l'impact social et économique est vraiment là sur nos territoires. C'est aussi, cette loi de programmation, le doublement de la réserve, et je trouve que c'est intéressant de l'aborder de façon peut-être un peu indirecte, mais quelque part, ça participe au social aussi, parce que c'est aussi ce lien qui peut être fait entre la nation et les armées, mais c'est aussi cette possibilité de s'épanouir et de s'émanciper à travers un engagement de la réserve, parce que, comme vous le savez, nos militaires, c'est toutes les spécialités qui peuvent exister pratiquement, et nous avons de très bonnes écoles, et quand un réserviste s'engage dans la réserve, il bénéficie aussi de tout ça. C'est aussi les réservistes, c'est aussi l'apport pour nos armées de beaucoup de compétences. J'ai voulu, de mon côté, valoriser ça à travers la loi de programmation militaire en incluant la responsabilité sociétale des entreprises, en y mettant un volet sur le soutien de la politique de réserve, c'est-à-dire que les entreprises qui embauchent des réservistes, c'est un critère de responsabilité sociale. Et ça, c'est important. C'était une façon de valoriser aussi nos armées, mais c'est aussi une façon de mettre un coin un petit peu ailleurs. C'est dans le monde de la finance, qui lui a tendance aussi à se dire tout ce qui touche l'industrie de défense, c'est létal, ou en tout cas ça peut être létal, et donc ça peut être controversé, et donc ça peut être sale. Et ça, c'est inentendable, parce que c'est comme les médicaments, l'armement, ça peut être un poison si c'est mal utilisé, mais ça peut aussi sauver des vies. Donc il est important d'emmener avec nous nos 6 groupes financiers français, qu'ils changent leur mode de pensée. D'ailleurs, je me permets aussi de faire une petite transgression, mais il y a quelques années, j'avais dû écrire même au gouverneur de la Banque de France, je ne sais pas si certains doivent se souvenir de cette période, qui s'était lui-même prononcé en mettant des réserves sur l'engagement financier dans le milieu de la défense, qui était complètement inacceptable. Et dans mon rôle de parlementaire, j'ai pris ma plume et je l'ai écrit. Nous étions un certain nombre à l'époque, et c'est quelque chose qu'il faut absolument changer. C'est des mentalités qu'il faut changer. Il faut absolument que chacun de nos concitoyens et le monde financier sachent que l'économie de défense est quelque chose de nécessaire à notre pays. Pour compléter, et je compléterai un petit peu ce qui a été dit par le président de la région Bretagne, c'est important de simplifier les normes. Alors, après que ça y est, qu'aux élus, je me méfierai parce que, après, je ne veux pas faire trop de politique politicienne avec vous, parce qu'on va rester dans l'esprit de cohorte et IHEDN, mais bon, il y a certains groupes politiques, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie. Je pense à des fonds d'investissement, par exemple, et il y a des fonds d'investissement parfois qui sont portés par les régions, vous savez, pour aider les startups. Si nous avons, par exemple, une région qui est plutôt verte, je ne suis pas sûr qu'ils seront totalement d'accord pour mettre de l'argent sur des fonds d'investissement qui pourra aider l'investissement dans la défense ou dans... Donc, je pense que c'est surtout, il faut responsabiliser, au-delà de dire ça doit être les élus ou ça doit être... Et ça c'est un de mes combats que j'ai porté dans la loi de programmation militaire, c'est la simplification, et c'est aussi remettre l'audace au cœur des réflexions. Et ça touche tout le monde peut prendre sa part, le politique, dont je fais partie. À un moment, il faut savoir prendre ses responsabilités. Alors bien sûr, on a fait l'erreur d'écrire le principe de précaution dans la Constitution, et donc, ça pour certains, ça leur fait peur, mais il faut aller au-delà, il faut rester audacieux. Mais ça passe dans toutes les couches.
On peut parler du maire qui ne doit pas avoir peur de dire à ses services « non, vous avez tort, je signe quand même », mais c'est aussi celui qui va interpréter les documents, et ça va passer par les acheteurs qui achètent pour nos armées, de tous ceux qui certifient, de tous ceux qui... Chacun doit prendre sa responsabilité. Alors quand je dis ça, souvent on me dit, et certains peut-être vont savoir où je vais revenir, me disent « oui, mais là, attendez, il y a une responsabilité pénale ». Et ça, à chaque fois, j'ai dit, écoutez, ramenez-moi des exemples. Et j'attends encore des exemples de beaucoup de monde qui me disent, oui, mais on ne peut pas, responsabilité pénale. On trouve jamais, oui, une responsabilité pénale si on fait des choses qui sont contre la loi. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. On demande de ne pas surinterpréter les choses. C'est complètement différent. Et donc ça, on a vraiment un problème culturel. Et je peux vous dire, moi, ça fait 7 ans que je suis député. Ça fait 7 ans que je pousse pour qu'on soit plus audacieux. Mais je ne suis pas le seul, on est un certain nombre. Et ce qui est dur de changer, c'est les mentalités dans les différents services. Et je dirais que chacun peut prendre sa part, là où vous êtes, que ce soit le banquier, que ce soit le maire, que ce soit, et je suis ancien maire et je peux me permettre de le dire, etc., etc. Donc ça, c'est important qu'on simplifie, bien sûr, mais c'est aussi important de changer l'esprit des uns des autres. C'est ce que j'essaye en tout cas de faire, moi, dans ma fonction de député, mais aussi de président de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale. Je le fais humblement aussi dans mon territoire, parce que c'est bien aussi de le travailler par exemple. Et je fais tous les 2 ans un événement qui s'appelle les rencontres de l'innovation et de l'industrie de défense, où j'amène des élus locaux, j'amène des militaires, j'amène des chefs d'entreprise, j'amène la DGA, qui m'a fait l'honneur, et merci d'avoir participé et d'avoir été parmi nous. Et j'essaie de faire connecter tout le monde de façon à ce qu'on démystifie la complexité et qu'on puisse démontrer aux uns et aux autres qu'il y a une volonté commune d'y arriver. Une fois que les gens se connaissent, déjà, c'est une bonne partie du travail qui est fait. Et en la matière, je peux saluer la transformation, je dirais, de la DGA à travers sa nouvelle direction, qui est rattachée vraiment aux entreprises et aux PME, qui fait un travail de terrain. Mais seul, vous n'y arriverez jamais. Il faut absolument que ça soit tout un écosystème, les élus locaux qui portent et tout le monde fasse bloc autour de tout ça. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous ai promis de ne pas être trop lent. Je regarde si je ne vais pas louper des choses trop importantes. L'économie de guerre, bien sûr, c'est important. Dans notre travail de député et en tant que président de la commission de la défense, j'ai mis en place un cycle sur l'économie de guerre pour que ça rentre vraiment au cœur de l'Assemblée nationale. Donc il y a eu une réflexion et plusieurs auditions qui se sont faites sur plusieurs semaines autour de ce sujet. Et je vois certains de nos intervenants qui sont là ce soir. Et nous attaquons un cycle, par exemple, sur l'Europe, qu'on a commencé aujourd'hui et qui est très important. Et d'ailleurs, on peut en faire un lien aussi avec l'industrie de défense, parce que vous savez qu'à un moment, il y a aussi cet objet de BITD européenne, comment le construire, comment bien le faire, et c'est important que ça rentre dans le débat. En tout cas, j'espère avoir réussi à vous convaincre que l'Assemblée nationale, en tout cas en ce qui me concerne, mais beaucoup d'entre nous, je vous assure, prenant pleinement en compte les besoins de l'industrie de défense, c'est le besoin économique et sociétal que nous avons, parce que c'est l'intérêt général. Mais tout ça, ça se fera avec nous, les parlementaires, mais ça se fera surtout avec vous, militaires, ingénieurs, chefs d'entreprise, élus, etc. Donc je compte sur vous et merci pour votre attention. En avant. Merci.